Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur apprendre.photo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur l'émission La photo parfaite sur M6. Alors normalement, je ne devais faire la première vidéo de la rentrée que la semaine prochaine, mais je sors de mon silence d'été une semaine avant parce que une émission sur la photographie à la télé, c'est quand même assez rare pour être signalé. Donc le principe est simple, des célébrités qui n'y connaissent absolument rien en photo s'affrontent dans plusieurs épreuves du concours de la photo parfaite et le gagnant remporte 10 000 € pour l'association de son choix. Donc en gros, c'est comme LOL, mais sans Léa Becti qui court en rond pour pas rigoler, ou François Damiens et Gad Elmaleh qui présentent leur équipe avec leur accent. J'ai donc regardé le premier épisode par curiosité et puis voir comment la photographie était présentée au grand public aujourd'hui, sans oublier que ça reste avant tout une émission de divertissement bien sûr. Alors, je vais être honnête, je m'attendais pas forcément à grand chose. Je regarde plus la télé depuis littéralement 15 ans, c'est vraiment pas ma came à la base, et je m'attendais au pire, mais j'ai voulu me faire ma propre idée, et donc si je vais parfois être sévère, je vais aussi être juste, et vous verrez que je vais pas non plus entièrement tailler en pièces l'émission. Bon, d'abord, j'aime pas tellement le nom de l'émission, parce que la photo parfaite, ça veut pas dire grand chose, mais bon, je vais pas m'attarder sur ce détail, je comprends le besoin de faire un titre simple et percutant, c'est une émission grand public, c'est pas bien grave dans l'absolu. Alors, le jury est composé de deux photographes que je ne connaissais pas. Tout d'abord, on a Renaud Cordware, qui est en gros un photographe de portrait studio de célébrités principalement, qui a notamment fait plusieurs bouquins sur Johnny Hallyday. Alors, pour être tout à fait honnête, je trouve le style un petit peu démodé, on va dire, mais bon. Et puis, d'un autre côté, vous avez Aline Deschamps, où par contre, je connecte beaucoup plus avec son boulot. Alors, c'est une photoreporter franco-thaïlandaise basée à Beyrouth, au Liban, et qui a notamment documenté le quotidien des employés de maison, en réalité esclaves, originaire de Sierra Leone à Beyrouth. Elle a bossé pour le New York Times, la BBC, Al Jazeera, Libé, etc. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus sur son travail, je vous mets un lien en description avec pas mal de liens, des articles dessus. Et son site web est en construction, donc il n'y a malheureusement pas tout au même endroit bien organisé. Mais bon, c'est pas grave, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Alors d'ailleurs, son premier conseil aux candidats, c'est qu'ils s'amusent et qu'ils essayent des trucs sans avoir peur des ratés. Donc si vous connaissez la maison, vous savez que je connecte avec ce message. Alors dans l'absolu, je trouve que c'est un bon choix de jury, parce qu'on a d'un côté un photographe très sur le côté professionnel, photo studio, assez propre, même un peu glamour avec les stars, etc. Et de l'autre, une photographe plutôt sur le reportage, sur le vif, engagé avec une sensibilité artistique. Et finalement, ce sont un petit peu les deux faces de la photo, donc c'est pas déconnant pour un jury non plus de choisir ces deux personnes qui sont sans doute complémentaires par rapport à ce qu'ils essayent de juger. Alors la première épreuve du concours, c'est de la photo animalière, au cœur du parc animalier de Thoiry. Donc, pas de la photo d'animaux sauvages, mais de la photo d'animaux en captivité dans un zoo de luxe, en gros. Je vais pas vous mentir, les zoos, ça me met le cafard, je trouve que ce sont juste des prisons pour animaux, et honnêtement, je trouve ça horrible d'y enfermer des animaux qui n'ont rien demandé, et qui seraient bien mieux dans la nature. En l'occurrence, le zoo de Thoiry, il est clairement mieux que d'autres, on va pas se mentir, les animaux, ils sont en semi-liberté, ok, et sur leur site, ils se vantent d'être éco-responsables, mais bon, on va redescendre un petit peu, hein. Certes, il y a 150 hectares, alors le chiffre, ça fait gros, mais ça fait 1,5 km², donc c'est loin d'être une cage, mais la taille du territoire d'une meute de loups européen, c'est 300 km², et pour les éléphants, c'est plus de 10 000 km². Donc ça reste absolument rien du tout par rapport à la taille de leur territoire naturel, que ce soit bien clair. Cela dit, c'est bien d'un côté de ne pas avoir emmené les participants plus une équipe de tournage complète au Kenya juste pour l'émission, mais on va pas se mentir, je pense pas que ce soit l'impact carbone qui ait influencé la décision, mais plutôt le coût du tournage et la facilité. Parce que bien sûr, il y a aussi des animaux vraiment sauvages à photographier en France ou en Europe, par contre la réalité c'est que ça demande beaucoup de patience et ça aurait été très compliqué de faire ça avec tous les participants plus l'équipe de tournage. Mais du coup, pourquoi le faire tout court ? Parce que c'est spectaculaire, certes, et que c'est la télé, mais le souci, c'est que ça reflète pas réellement les réalités de la photo animalière, quoi. Je veux dire, la photo animalière, c'est pas aller dans un zoo déguisé en nature sauvage, avec des routes en goudron et des enclos, et puis boum, on fait une photo. Mais surtout, ils ont mis une contrainte aux candidats, c'est une limite de temps de 1 heure pour prendre la photo parfaite, c'est-à-dire l'inverse total de ce qui fait la photo animalière. La première vertu du photographe animalier, c'est la patience. Il faut y passer du temps, beaucoup de temps, pour espérer avoir quelque chose de bien. Et encore, souvent, on rentre bredouille. On verra d'ailleurs ça la semaine prochaine avec un photographe animalier que vous connaissez peut-être et qui passe énormément de temps pour avoir des clichés exceptionnels. Du coup, les candidats, ils font forcément l'erreur de débutant, c'est qu'ils se dispersent. Le meilleur moyen pour réussir une bonne photo sur 1 heure, c'est plutôt de passer genre 10-15 minutes à chercher un animal qui nous inspire et qui soit un petit peu actif, qui ne soit pas en train de dormir, et puis ensuite de rester avec, de le laisser s'habituer à nous, de s'approcher, etc. Et si j'avais été là, ça aurait été
Le conseil que j'aurais donné aux candidats, toutes les photos animalières dont je suis fier sont un mix de patience, de chance, qui est en général provoquée par la patience, c'est-à-dire que des choses cool se passent quand on attend, de connaissance des comportements des animaux, parce qu'à force de les observer, on connaît mieux comment ils se comportent, mais aussi grâce à nos guides qui nous expliquent des choses, et puis aussi de connexion émotionnelle avec eux. Et ils avaient un photographe animalier pour leur donner un conseil, et ce qui a été donné, ou en tout cas ce qui a été retenu au montage, parce qu'il y a peut-être plus de choses qui ont été données, mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait s'abaisser pour se mettre au niveau des animaux. Alors, c'est un très bon conseil en soi, je le fais d'ailleurs énormément avec mon chiot, où il fallait absolument que je vous montre sa bouille d'amour. Mais disons que je vois un petit peu moins la pertinence de ce conseil quand on photographie depuis une Jeep fermée, où on n'a pas tellement la possibilité de gérer la hauteur de son appareil. Alors en safari, parfois on le fait, d'abaisser l'appareil, en le laissant pendre en dehors de la Jeep pour avoir un beau premier plan flou par exemple, mais c'est déjà pas des véhicules fermés, donc c'est plus facile, et puis ça reste quelque chose qui n'est pas évident à faire du tout. On voit ce conseil qui est appliqué ensuite quand ils sortent de la Jeep, mais sur des animaux finalement assez grands, donc qu'on photographie en contre-plongée quand on se met au niveau du sol. Alors pourquoi pas, mais pour le coup, il n'y avait pas spécialement besoin de s'allonger dans l'herbe pour photographier des wetousis ou des coups d'eau, ce qui sont des grosses antilopes, quoi. Donc voilà, c'était pas la situation où c'était utile, alors que finalement, ce point de vue très très bas en contre-plongée par rapport à un animal, on peut le voir par exemple dans des photos de rhinocéros ou d'éléphants qui sont prises de très près, mais quand elles sont prises de très près comme ça, c'est très souvent des pièges photographiques, donc déclenchés automatiquement, ou alors des caméras à distance, pour la simple et bonne raison que si vous avez un rhinocéros qui est à 1 mètre de vous, vous avez généralement un problème. Donc vous l'aurez compris, ce qui m'a un peu irrité dans cette partie, c'est à quel point c'est en fait loin de la pratique de la photo animalière dans la vraie vie, et c'est un peu dommage parce qu'ensuite les gens ils vont débarquer en pensant que quand on leur sort une photo d'ours, elle a été prise en 1 heure en France, alors qu'en vrai c'est la meilleure de 10 000 clichés sur 6 jours au Canada dans le froid. Et à la limite qui pense ça des photos des gens qui font ça pour de vrai, c'est pas un très gros problème. Le problème c'est qu'ils vont penser que c'est comme ça qu'on en fait, et peut-être qu'ils vont vouloir se lancer dans la photo animalière en ayant une vision un petit peu faussée du truc. Bon, ça reste du divertissement, mais voilà, c'est un petit peu ce qui m'a embêté là-dessus. Alors par contre, ce que je trouvais cool, c'est qu'on voit clairement qu'ils ont toutes et tous des milliers d'euros de matos entre les mains, et ils font quand même des photos avec une exposition foirée, et souvent mal ou pas composée du tout. Alors attention, c'est normal, c'est complètement logique que des débutants ne sachent pas faire ça. Vous n'allez pas mettre un appareil pro dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas et il va faire des belles photos avec, ça n'existe pas, c'est même plutôt l'inverse. Généralement, les gens qui n'y connaissent rien font plutôt des meilleures photos avec un smartphone qu'avec un appareil photo, parce qu'il y a plus d'automatisme simplement. Mais bon voilà, c'était juste au cas où il faudrait encore vous convaincre que le matos tout seul, ça sert à rien. Par contre, on va pas se mentir, la mise au point automatique sur l'œil de l'appareil a bien dû servir dans ce contexte. Ensuite, l'étape de l'editing et de la retouche, elle est traitée en environ 5 secondes, alors qu'elle a sans doute pris plus de temps que l'heure de prise de vue, mais c'est sûr que c'est moins télévisuel de montrer des gens qui sont sur un ordinateur à décider si telle ou telle photo de la rafale est meilleure. Mais c'est un process extrêmement important, plus important peut-être que la prise de vue. En tout cas, selon les pratiques, ça peut vraiment être extrêmement chronophage. Et donc là encore, on est assez loin de la vraie pratique de la photo, mais je comprends un peu plus parce que c'est sûr que pour passer à la télé, c'est pas très funky, quoi. Alors vient ensuite l'étape du jugement de leur photo par le jury. Alors le côté la photo animalière, ça demande de la patience, il est souligné immédiatement par Aline Deschamps, qui est décidément la voix de la raison dans cette émission. Et honnêtement, il y a de très bonnes surprises dans les résultats. Donc à commencer par Denitsa Ikonomova, avec une photo d'autruche à contre-jour. Et ce qui m'a tout marqué, c'est pas tant la photo est bien, surtout pour une débutante, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elle a dit de sa photo, à tel point que je vais vous le citer en entier. Alors je mettrai bien l'extrait, mais je vais me faire striker la vidéo par YouTube, donc bon, on va éviter. Donc elle nous dit: les autruches, elles ont quelque chose de très libre, très gracieux, et moi, la danseuse, j'adore la grâce. J'ai trouvé que la lumière sur elle était juste sublime, et j'ai passé beaucoup de temps avec elle, c'était une longue conversation, et j'ai senti la connexion. Alors je trouve qu'il y a tout ce qui fait la photo avec une intention artistique dans ces quelques phrases. Ça part de quelque chose de personnel, ce que l'animal lui rappelle de la danse, et comment ça la fait connecter avec, et elle a passé beaucoup de temps avec pour approfondir cette connexion avec l'animal, et franchement, son émotion, elle se voit dans le résultat final. Et d'ailleurs, on remarque qu'on ne l'a globalement pas vu dans la partie avant, où il montre ce qui se passe pendant le safari, avec plein de guillemets, mais c'est sans doute pas très télégénique, quelqu'un qui regarde des autruches pendant 45 minutes, mais pourtant sa photo elle est très réussie. Alors j'ai aussi beaucoup aimé celle d'Antoine Duléry, un plan très serré sur un œil d'éléphant avec la courbe de la trompe au premier plan, c'est très poétique et pour moi ça représente bien ce qu'on voit dans le regard des éléphants, donc pour le coup complètement d'accord avec les choix du jury. Alors on enchaîne sur la photo portrait studio. Alors je trouve que là dans cette partie on voit plus la personnalité des candidats à ce moment-là. Duléry qui est créatif
arrive sur les poses et qui voit tout de suite le rapport des couleurs avec la couleur du fond. Karambeu qui maîtrise pas mal la pose et la lumière, évidemment, puisque c'est son métier. Et puis, honnêtement, j'ai bien aimé les photos de tout le monde. Aucune n'est vraiment mauvaise, franchement, contrairement à l'animalier où certaines étaient, on va pas se mentir, vraiment médiocres, mais encore une fois, c'est normal. Et je pense que c'est quand même facilité, pour le coup, par la quantité de matériel et d'accessoires disponibles qui donnent plus facilement à la fois une bonne lumière et un bon cadre que dehors, en plein jour, dans un parc, avec un point de vue pas forcément idéal. Et voilà. C'est sûr, on contrôle beaucoup moins de choses, donc quand on débute, c'est un petit peu plus difficile. En fait, ils avaient moyen de construire vraiment quelque chose complètement, on part presque d'une toile blanche, et en plus, je ne sais pas à quel point ils ont eu les techniques qui a été coupée au montage, mais en tout cas, le résultat final, techniquement, est quand même plutôt bon. Ils ont aussi, évidemment, des modèles qui sont bons, qui font modèle entre eux, c'est généralement des gens qui sont comédiens, qui ont l'habitude de passer à la télé, etc., donc évidemment, ils savent un peu plus jouer, un peu plus s'amuser avec la caméra que la moyenne, donc ça facilite forcément beaucoup les choses. Sans remettre en cause qu'il y a eu de belles idées, ce qui dans l'absolu ne m'étonne pas non plus pour des gens qui sont pour beaucoup dans des métiers créatifs ou de l'image, et du coup forcément mécaniquement avec le temps ils ont un sens plus aigu du visuel et ça s'est ressenti tout de suite dans les résultats. Alors ensuite l'émission continue sur une épreuve pour départager les deux dernières du classement qui devaient prendre une photo d'amoureux à Paris avec un smartphone. Alors j'ai trouvé ça plutôt cool comme idée honnêtement parce que au moins on voit que le matos ne fait pas tout et ça a été souligné plusieurs fois dans l'émission qu'on peut faire des choses très très bien avec un smartphone et ça j'ai trouvé ça cool de transmettre ce message que c'est possible de faire des photos sérieusement sans forcément devoir tout de suite aller mettre 2000 balles dans du matos photo. Alors j'ai été d'ailleurs assez amusé des stratégies vraiment très différentes entre Adriana Karambeu qui multiplie les couples, qui vraiment prend des photos avec 8 couples différents en l'espace de une demi-heure ou une heure, et qui en plus guide énormément leur pose, vraiment quasiment la position de la main, etc. Donc on sent vraiment l'expérience du mannequinat qui a guidé sa manière de faire sur cette prise de vue. Et puis Alizé Lim qui à l'inverse elle va trouver un seul couple, chercher un cadre et puis bosser avec ce couple sur plusieurs poses, à plusieurs endroits, avec des compos plus travaillés. Alors, j'aurais pas du tout choisi celle-ci parmi ces photos, il y en avait de meilleures je trouve, mais bon, peu importe. En tout cas, épreuve réussie pour elle. Alors, l'émission continue ensuite sur une épreuve de nuit artistique au Crazy Horse. Alors, ça restait très pudique, honnêtement, mais honnêtement, les résultats sont plutôt réussis. Les candidates et candidats sont quand même bien aidés par le fait que la lumière est très travaillée et que, franchement, ils n'ont rien à faire pour ça. Mais certains et certaines, surtout, je trouve, se distinguent par leur créativité. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est de voir qu'au final, celles et ceux qui réussissent le mieux, c'est généralement grâce à leurs idées et pas à leur maîtrise technique, parce que de toute façon, personne n'en a vraiment. Et on voit bien que le concept même de vitesse d'obturation, il est flou. Et que c'est un petit peu au petit bonheur de la chance, et ça marche quand même. Alors pourquoi ça marche quand même? Alors peut-être parce que il y a eu de l'aide technique qu'on n'a pas vu, qui a été coupée au montage, ça c'est possible aussi, mais je pense qu'à mon avis c'est surtout parce qu'ils essayent beaucoup. Et ce qui doit aider pour les inciter à essayer beaucoup, c'est à mon avis d'une part le temps limité, et puis d'autre part le fait qu'ils soient parfaitement au courant que beaucoup de choses seront coupées au montage, et donc qu'ils peuvent se permettre de faire de grosses conneries sans que ça se voit. Sans compter que ce sont des célébrités, donc ils ont l'habitude d'avoir les regards sur eux, c'est peut-être pas aussi difficile que ça peut l'être pour tout le monde d'assumer complètement d'échouer. Et honnêtement, j'étais agréablement surpris par les résultats qu'ils ont pu produire. C'est pour moi honnêtement le gros point positif de l'émission. Ça montre que des gens qui sont de complets débutants techniquement, ils peuvent faire du travail de qualité rapidement, alors en étant coachés bien sûr, mais ça montre que la technique en soi, elle n'est pas compliquée, en tout cas c'est pas ça le frein qui empêche de faire des choses. Personnellement, j'y ai aussi beaucoup vu que ce sont les plus créatifs qui se sont le mieux sortis, celles et ceux avec une vision en tête, une idée de l'émotion à faire ressortir. Alors c'est pas dit texto dans l'émission, il n'y a pas un moment un jury qui dit ça c'est vraiment le point fort de telle ou telle personne, mais pour moi, c'est quand même pas mal présent en toile de fond et je suis content de voir ça montré au grand public parce que même si tout le monde ne verra pas le message, certains au moins capteront. Sans compter que ça peut aider à donner un petit regain de popularité à la photo comme loisir et comme art et c'est toujours une bonne chose. Alors par contre, je regrette, je l'ai dit, les choix qui ont été faits autour de la photo animalière et puis aussi un petit peu le côté on fait le catalogue de toutes les pratiques photo existantes. Mais bon, pour une émission de divertissement, c'est un choix quand même compréhensible d'offrir une variété de choses et quelque chose qui soit télévisuel. Alors côté émission de télé sur la photo, j'avais préféré Photo for Life en 2011. Ça ne me rajeunit pas, puisque j'avais écrit un article là-dessus à l'époque. C'était diffusé sur Arte à l'époque avec Olivero Toscani aux commandes, qui est quand même une pointure, et là pour le coup avec, entre guillemets, de vrais photographes qui le poussaient dans le retranchement. Alors c'était moins grand public, pour le coup, puisque c'était vraiment avec des photographes qui faisaient des séries, etc. Mais c'était plus intéressant pour nous photographes, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Alors si jamais vous avez vu l'émission et que ça vous a donné envie de faire de la photo et vous êtes tombé sur cette vidéo, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous invite à regarder mes autres vidéos pour apprendre la photo, et puis aussi à télécharger mon guide gratuit « Faites-vous plaisir »
plaisir en photographiant, où je vous dis en gros comment éviter les 5 plus grosses erreurs des débutants, et notamment celles qu'on a vues faites par les candidats dans l'émission. Il y a un lien en description pour le recevoir gratuitement. Et puis si jamais vous voulez aller plus vite et plus loin dans votre apprentissage, j'ai aussi une formation spéciale pour débutants qui s'appelle Devenez un photographe accompli. Je vous mets aussi le lien juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut et puis à la partager. Et puis surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'émission. Je suis curieux d'avoir votre avis. Je vous retrouve dimanche prochain où on va partir au Canada avec un des photographes animaliers du National Geographic les plus célèbres au monde. Oui, oui. D'ici là, à bientôt et bonne photo.